Donc on est trois, pensez qu'il y a des questions pour les trois. Je sais que tout à l'heure, il y avait des gens qui s'agitaient en ayant envie de demander des choses. C'est le moment. Et d'ailleurs, le but, je le rappelle à nouveau, n'est pas de demander des choses et de poser des questions. L'idée, c'est que ce n'est ni une tribune pour dire voilà, je suis membre de l'association Tartampion et c'est très bien et on va sauver l'humanité. On va essayer d'éviter ça, soyez sympa, pas de cheval de Troie. Voilà. Et on va éviter aussi les questions de type scolaire, style « Ah, monsieur, est-ce que vous pensez que ?» Donc l'idée, ce serait de faire un débat. Le débat, ce n'est pas des questions, c'est un échange entre des gens pour enrichir les connaissances sur un certain nombre de thèmes. Donc allons-y et débattez. Ce n'est pas forcément des questions vers nous, ça peut être des questions à l'intérieur de la salle entre vous. C'est juste créer quelque chose, quoi. Mais tout d'abord, il y en a les deux personnes, Eric, c'est vrai, Eric et Massimo. Eric. En fin de compte, je pense que ça continue dans le débat. Donc, la discussion aussi de Pierre Donadieu et l'intervention qu'on vient juste d'avoir. Les vertical farming, ça n'existe pas. Je veux dire, mettons un point clair. Le vertical farming, ça n'existe pas tel que conçu par des pommiers. Les projets ont tous fait faillite. Donc, arrêtons de parler de vertical farming. Oui. Un jardin sur un toit, c'est pas un vertical farming. Mais par ailleurs, je pense qu'on oublie un truc. C'est un élément que je vais aborder demain, que l'agriculture urbaine fait partie du métabolisme urbain. On parle beaucoup de beaux jardins, etc., mais la ville prend énormément de matière organique. En fin de compte, on mange et on crée des déchets organiques dont on ne sait quoi faire. Et au Québec, on a essayé de les envoyer en monde rural. C'est du compost. On a essayé de renvoyer sur les fermes. Les fermes, bien entendu, ils ont dit non, on n'en veut pas, parce que c'est pas très beau dans le paysage. Ce qui fait en sorte que les villes se sont tournées à qu'est-ce qu'on fait avec la matière organique. Et de là, l'agriculture urbaine devient une solution, mais n'est pas une agriculture urbaine de jardin comme on voit, parce que ces jardins-là n'utilisent pas ce compost-là, ils l'achètent. Ils achètent du sol extérieur aussi. Et ce n'est que les fermes urbaines qui sont assez grosses et assez productives pour pouvoir réutiliser cette richesse-là. En fin de compte, ce phosphore, on parle beaucoup du pétrole qui n'est pas, qui est une ressource non renouvelable, mais le phosphore aussi est une ressource non renouvelable et actuellement, nous la jetons à la mer. Et l'agriculture urbaine rentre dans cette idée-là. Et donc, je pense qu'on passe à côté de ce concept-là actuellement, où oui, les urbanistes décident des choses sur l'agriculture. Et peut-être l'idée actuellement, c'est de mettre les agronomes, les fermiers et les urbanistes ensemble pour qu'il y ait des politiques réalistes pour un développement d'une agriculture urbaine. Ce qu'on n'a pas, peut-être pas en Europe, mais qu'on retrouve de plus en plus en Amérique du Nord. Donc, je ne vais pas être jugé parti. OK. Oui, juste une petite chose, mais je pense que d'autres ont envie de répondre, mais parce que j'avais envie et puis c'est parce que j'avais beaucoup travaillé sur l'utilisation des déchets en agriculture, mais pas forcément sur les espaces urbains, et en particulier les réactions négatives des populations concernées, de voisinage, à l'épandage de déchets. Le problème, c'est que traditionnellement, dans les fermes ou dans le passé, ça se faisait beaucoup. Le problème, c'est que les déchets aujourd'hui ne sont pas ceux qui existaient auparavant. Et donc, entre les métaux lourds, les médicaments, avec les perturbateurs endocriniens, un certain nombre de déchets qui n'existaient pas dans les restes de déchets précédemment, c'est quand même relativement difficile. Par contre, on est bien d'accord sur le fait que ça joue un rôle dans le métabolisme urbain. Hein. C'était juste... il faut comprendre, on parle de filières séparées, donc dans lesquelles on ne retrouve pas les médicaments, puisque c'est des filières de collecte directe et non celles des bouts d'épuration. Oui, bon. Moi, j'avais l'impression que tu as ajouté un exemple assez important avec les composts, etc., à ce que Sylvie a mentionné comme une politique intégrée ou intégrative des politiques diverses dans une région ou dans un État, pas dans une situation donnée, je dirais, pour ne pas voir des frontières administratives. Je voudrais demander à Massimo si la question que tu vas poser fait partie de ce pensée que nous traitons actuellement ou si tu as totalement autre chose dans ta tête à demander.
But in the presentation of this afternoon, in particular in the presentation of André and Sylvie, I can observe that is present the objective to consider the several experience and the objective to translate the experience in policy. And it's present the objective to integrate the planning with the gestion des spaces in France. That planning and the gestion des spaces aren't the same concept, but we have to consider together. And I ask, in this direction, in this objective, for you, which is the role of the bioconnectivity and ecosystem services? Both cheated this concept. I had listened this concept, but I ask how the urban agriculture can reality concretely improve bioconnection. And I think ecological network. I think European ecological network that is an habitat directive. And another question, are you agree that the environmental network can to become the new decumano, the new orientation in the reorganization of the city, of the urban, of the territory? En fait, il y a un peu de choses là-dedans. D'abord, la gestion, elle est de deux natures. Donc, je parlerai peut-être d'abord de gestion par rapport à ce que vient de dire Éric et de ce que soulevait Evelyne. La gestion, c'est simplement comment on fait, quoi, comment on travaille la terre, comment on fait pousser les plantes, comment il y a des savoir-faire, il y a des hommes, il y a des réseaux, il y a des convergences de formation entre ces différentes personnes. Ça, c'est une forme de gestion et qui est essentielle en fait sur ces questions d'agriculture urbaine ou de nature en ville globalement, puisque c'est des communautés, c'est des jardiniers, c'est des collectivités. On peut avoir des conflits en termes de gestion parce que tel jardinier ne fait pas pousser la bonne plante ou n'utilise pas le bon compost aux yeux des autres. Mais on a aussi des réseaux qui sont des réseaux de personnes, qui sont des réseaux d'échange d'expériences qui se mettent en place. Enfin, c'est aussi ce qu'évoquait un peu François dans le cas de la fourmilière. Ce qui m'intéresse en fait j'ai pas forcément parlé d'agriculture dans ma présentation, mais mais j'ai l'impression, c'est mieux là. Ouais. Voilà. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est justement qu'on peut travailler à différentes échelles. Et c'est surtout ça, parce que soit on est dans le micro, soit on est dans le macro, mais on n'arrive pas à croiser les deux. Et là, je rejoins la question de Massimo, c'est que je pense qu'on peut fabriquer une vision globalisante ou quelque chose de l'ordre de la planification à partir d'initiatives différentes, localisées, pouvant être d'ordre du micro et qui ne passent pas par un schéma. Aujourd'hui, les questions des trames vertes et bleues, les questions de logique écosystémique, on les envisage comme un système national, international. Oui, il est ça. Sauf que ce système national et international,
on ne sait pas exactement par où il doit passer. On ne sait pas exactement où il peut s'installer. Et l'installation de ce système sur le terrain, sur le sol, passe justement par la mise en réseau à des échelons beaucoup plus locaux. Et pour revenir à cette notion de service écosystémique, c'est pour ça que j'aime bien aussi la notion de sociotope, en fait, qui est simplement développée avec l'idée d'identifier les usages qu'il y a dans des espaces naturels, là on ne parle pas d'espaces agricoles, pour voir comment la ville ou l'agglomération de Stockholm met en place en fait un réseau écologique d'espaces ouverts. On raisonne sur des systèmes de protection, de préservation ou de fonctionnement où on dissocie les espèces. Les espèces agricoles relèvent de l'agronomie. Les espèces naturelles, animales ou végétales, relèvent des sciences naturelles. Les espèces humaines relèvent de l'organisation et de l'aménagement. Sauf que nous, en gros, on est une espèce comme les autres, quoi. Et que, en fait, la mise en œuvre et finalement le respect d'une trame, y compris écologique, passe par la capacité d'une collectivité à la maintenir, à la développer et à en prendre soin. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette entrée par le paysage, parce qu'il y a de la réalité, quoi. Il y a des choses très tangibles de qualité des écosystèmes, mais il y a aussi les représentations qu'on a de ces espaces-là. Bon, avant de passer la parole à André, j'aimerais bien revenir encore une fois en relation avec ce que Sylvie a expliqué juste là, la question du caractère temporaire des surfaces dont on a parlé et la question de la responsabilité, c'est-à-dire qui est l'institution ou l'individu ou un groupe d'individus qui s'occupe d'une certaine stabilité ou d'une transformation d'une surface, d'une fonction à l'autre. Parce que si on a maintenant des, comment dirais-je en français, brownfields, des surfaces abandonnées, quoi, on les transfère dans un jardin urbain et à un moment donné, les personnes qui l'ont fait n'ont plus la volonté de s'en occuper. Qui est-ce? Et à ce moment-là, c'est la gestion officielle, je pourrais dire, qui devrait s'en occuper de nouveau et de trouver peut-être autre volontaire ou de trouver une forme d'intégration dans les planifications urbaines. C'est-à-dire, là, il y a, à mon avis, une sorte de rupture quelques années plus tard, peut-être. Bon, et l'exemple de Boston et Olmsted, ça c'est peut-être autre chose parce que Olmsted, il est bien connu mondialement, je voudrais dire, dans la discipline. Et lui, il a créé quelque chose vraiment, je dirais, complexe et complète. Et peut-être c'est plutôt la question d'assurer sa création un peu. C'est-à-dire, il y en a aussi d'autres éléments qui font partie de cette discussion. Mais c'est maintenant la parole d'André. Well, I'll just go back to the questions that were asked earlier. So, talking about environmental networks and the Habitat Directive, well, certainly this work that we've been involved with, the Continuous Productive Urban Landscape, is all about a network. But interestingly, I mean, the way we came to the network
wasn't through thinking specifically about making an ecological network, but it was thinking about how, if you see all these little pocket parks and pocket gardens dotted around a city, they don't have any spatial coherence to them. You know, they feel all kind of like random spaces in the city. And the idea of the continuity actually came from thinking about a spatial continuity to kind of give meaning to the space, and also to work with things like bicycle routes and pedestrian routes, alternative transport routes. Now, what's interesting for us is that relatively recently, like from 2010, urban biodiversity is really kind of on the agenda, much more than it was before. And it seems to me that urban biodiversity is an idea that people can understand more easily and accept more easily than urban agriculture, because it's not as challenging. I mean, it doesn't seem as kind of crazy to put a farm in a city as to talk about urban biodiversity. So I think the two concepts work together very well to support each other. And what we've been trying to argue is that if any of this stuff is going to happen on a large scale in cities, we have to start thinking about these spaces as an essential infrastructure, just like you think about roads or any other infrastructure. But that's, of course, a very big conceptual change that has to be made in order to get people to accept these as being important to put into cities. So, I mean, that's answered the one question. The waste and soil, I mean, that also seems like a, you know, kind of no-brainer that one should be working with the waste from the city to as compost, if nothing else. And also we've been thinking, I mean, of course, in a lot of cities, there's not that much access to soil. So, for example, in London, when urban gardens are set up, quite often the soil is imported to make them. But you could work out the capacity for food growing not by looking at how much soil or ground there is, but just how much waste you make, how much useful compost you could get, and that would kind of give a measure for sustainable agriculture. And, you know, and therefore that material could be used on brownfield sites where the soil might be toxic, or on rooftops, various places. And I mean, there are lots of, not lots, but there are quite a few examples of people trying to do this already. I mean, in the United States, probably the most well-known is Will Allen, who doesn't use human waste, but just gets waste from restaurants and coffee shops and all the rest. And his view is that at the moment, actually, there's so few people doing it that the supply, as far as he's concerned, is kind of limitless. Well, obviously it's not, but you know, there's quite a lot that's available that could be used to produce this kind of artificial soil. And just the other thing, I mean, in Cuba, they do that. And if you look at, I mean, Cuba, of course, has a growing season that's much more continuous than ours. But when I showed the figures to an agronomist in the UK, he said, oh, I don't believe these. And then when I said that they were using, you know, waste sewage, he said, oh, okay, well, that makes sense. But of course, you have to do it carefully, like everyone's been saying, or it can be dangerous. Thank you, André. I would like to give two more people the occasion to either to have a question or to make a comment. The young lady with the red pull behind Vincent, and our colleague from the Netherlands. Afterwards, when you made your comments, I would like to give the floor to Vincent, who prepared a short intervention and a comment on the three different presentations we had. The young lady first. Merci. Oui, bonjour, Émilie Rossa, je suis paysagiste à la ville de Rezé. Alors, Rezé, à côté de Nantes, en Loire-Atlantique, donc cœur d'agglomération. On est venu à deux, élus et techniciens. Donc, a priori,
si j'ai bien compris, on serait l'archétype des castrateurs de la fertilité urbaine. Donc je voulais vous faire part de notre réalité qui est... Enfin, la manière dont je le ressens est un petit peu différente. Alors, ce que je confirme, c'est cette perception d'une demande sociale de paysage qui est très forte et qui prend toutes les formes en fonction des aspirations de chacun, qui va avoir des spécificités locales, qui va se traduire par des images tronquées, idéalisées de la nature, de l'agriculture, tout ça un peu mélangé dans un espèce d'espoir général de ces images porteuses très évocatrices, voilà, des animaux, de la nature, des plantes, des choses exotiques ou pas. Enfin, des images qui font rêver les urbains, certains urbains d'ailleurs dans une sorte de quête du retour à la terre, un retour imaginé, quoi. Quelque chose d'un peu rêvé. Des désirs aussi avec des références culturelles différentes. Ça rejoint aussi les désirs de consommation locale dont on a parlé ce matin. Et puis, par-dessus tout ça, un ras-le-bol général de la densité, de la densification à outrance. Et donc, cette demande sociale de paysage, je résume ça comme ça, elle se traduit par, c'est vrai, un désir d'être acteur de sa ville, de sa vie et de sa ville en même temps, à travers le retour aux fondamentaux, c'est-à-dire l'usage de la terre. L'usage de la terre par les urbains, qui se traduit à la fois dans un souhait d'être acteur des décisions et dans le souhait d'être acteur au sens propre de la construction, de contribuer activement à la construction de ces paysages. Du coup, dans ce contexte, notre réalité quotidienne, c'est d'être confronté à ces demandes et d'être confronté, enfin, de se lancer dans le grand challenge, de savoir comment est-ce qu'on agit collectivement aujourd'hui. Cette ambition commune qu'on a pour la ville avec nos concitoyens, nos contemporains de manière générale, hein, parce que c'est quelque chose qu'on partage, et comment est-ce qu'on agit collectivement avec modestie, patience, respect des autres, tout en acceptant de ne pas maîtriser ce qui va survenir, ce qui va se bâtir dans ce qui n'est pas encore construit. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous imaginez le challenge que c'est, en cœur d'agglomération, de pouvoir défendre contre la pression foncière ce qui n'existe pas encore. Ce à quoi on ne s'attend pas, avec comme ça l'argument d'ailleurs de se dire non, là les interstices, on n'y touche pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Là, c'est complètement paradoxal. C'est ça, de défendre ce qui n'est pas encore, en disant on ne sait pas où ça sortira. La seule certitude, c'est qu'on ne sait pas. C'est qu'on ne sait pas ce qu'il y aura. Voilà, avec donc cette posture qui est nouvelle, sans doute, j'en sais rien. En tout cas, qui est l'occasion d'un travail sur soi, de sa posture de fonctionnaire, d'élu face aux habitants. Et je reprends l'exemple de la trame verte et bleue que vous aviez évoqué juste au préalable. C'est vrai qu'en réaction aux zonages systématiques, zone urbaine, zone rurale, zone naturelle, le Grenelle de l'environnement a initié ce contre-zonage qui est à nouveau un réflexe de maîtrise de l'espace. Bon, puisque c'est comme ça, on ne va pas protéger juste des réservoirs, on va protéger aussi des corridors. Et rebelote, on a le même réflexe de maîtriser l'espace. Là, la posture, c'est d'agir collectivement, en avançant, en doutant, en ne sachant pas vers quoi on va, dans le respect de l'autre, qu'il soit homme, citoyen, animal, végétal. Voilà, donc ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est cette réalité dans laquelle on est embarqué aujourd'hui, de dialogue citoyen, de co-construction des paysages urbains, pour faire que ce soit la nature en ville, l'agriculture urbaine, puisse exister dans les interstices de la ville. Merci madame. Je passe la parole à notre collègue néerlandais. Please, microphone.
Yes, I will do this in English. This movement for gardening and urban agriculture is so extremely popular. It's such a huge movement. It is. I'm from the field of energy, and this is even much bigger than renewable energy. So the number of examples is uncountable almost. My question is basically that most of you being presenters are from the field of, let's say, landscape architecture, urban planning. And then what I see in the presentations, and which I like very much in the presentations, I like all the presentations very much, is that you have this tendency, which is a tendency of planners, that there could be some kind of planning, and that there is some kind of leadership which is steering the planning. But this is also what you yourself have put on the table as a point for discussion. What would be the role of the political government? What would be the role of the nation state? And what would be the role of local government? And for example, I hear Professor Mansbo say we need a sustainable policy. But the example that you give yourself is the example of a group of citizens who squat a piece of land and start their own farm or their own garden on that piece of land. Maybe governments and maybe even local governments, even if they have let's say, a big policy paper on sustainability, have no real interest in supporting this kind of things. Maybe if they would take the lead, it would lead to very undesired consequences. I would like you to speculate a little bit on this, because everyone talks about policies, but up till now it remains a little bit vague to me what we really mean by that and what we really expect them to do. And this is also, among policymakers, a big issue. Should we just be there and take the lead, or should we be like a kind of facilitator on the background? This kind of discussions is paramount. So maybe you can also shed your light on this. Thank you. Thank you for this question. I would like to give the floor first to Vincent, who prepared some comment, and probably, I don't know it exactly, but I will hear it. He already took into account exactly this kind of thinking about being a bit more clearer concerning the question of governance, government, and who is responsible. But we will see. Otherwise, he has more comments to do, and the three people on the podium will take over afterwards. C'est une tâche bien complexe que vous m'assignez là. Je ne suis pas sûr que ça réponde vraiment aux questions qui sont posées là. Je dois dire que je me sens un peu comme le petit chat tout à l'heure au milieu de l'équipée de chiens. Je suis un ancien financier devenu architecte. Je m'intéresse au passage de l'éco à l'agro-quartier, sous différentes formes, au sol ou en toiture, et notamment quand c'est en toiture, parce que je suis d'accord avec vous, le vertical farming n'existe pas encore, mais sur des solutions en toiture très économes, en eau notamment, en intrants, sous forme d'aquaponie ou d'hydroponie. Et je trouve que ça participe beaucoup de ce que vous avez appelé tout à l'heure l'écosystème urbain, ou une sorte de symbiose entre le bâti existant et puis de nouvelles pratiques, puisque ces fermes en toiture peuvent participer d'une économie énergétique globale avec un bâtiment sous-jacent qui, à un moment donné, n'est pas économe parce que c'est un vieux bâtiment, etc. etc. Donc j'avais effectivement préparé quelque chose sur l'évolution de ce qui se passe sur ces toitures. Et à la réflexion, je ne suis pas sûr que ça participe totalement du débat actuel. Donc je pense qu'il vaut peut-être mieux différer ce type d'intervention. Oui, je pense. Bon, Sylvie et les deux gentlemen à ma côté, est-ce que vous allez répondre la question de notre collègue néerlandais et peut-être commenter? On a un peu de temps.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commenter encore? Oui, je vais vous mettre sur la liste. Bon, d'abord. Je vais plutôt répondre à madame. Non pas que, Mathis, je ne veux pas te répondre, mais en fait, oui, c'est un vrai challenge auquel sont confrontées les villes, ça c'est évident. À la limite, c'est bien plus, j'ai l'impression que c'est bien plus facile pour les villes de s'en saisir au nom de la biodiversité, avec un appui scientifique, et à partir de cette, qui donne en fait une vision à long terme, que à partir des usages. Mais en même temps, ce qui est assez étonnant, c'est que dans bon nombre de projets d'aménagement urbain, de création de trames vertes ou de gestion de risque d'inondation d'ailleurs, les données de base sont des données physiques, environnementales très importantes, mais les manières dont les villes vont s'en saisir, c'est souvent en termes de valorisation du cadre de vie, d'amélioration de la nature en ville, de la qualité urbaine. Donc en fait, il y a cette idée-là, c'est-à-dire il y a une souplesse en fait à disposition en fait des collectivités dans la mise en œuvre des aménagements, qui est souvent bien plus importante que ce que les collectivités le pensent elles-mêmes. Et je reviens à cette idée du temporaire, parce qu'effectivement, une bonne partie de la gestion des espaces de nature, des jardins, des jardins communautaires, sont des systèmes d'occupation temporaire avec des baux précaires ou une gestion de l'espace en attendant qu'il soit construit, et ça s'organise de cette matière-là. Après, ça peut être pérennisé, ça peut se développer, souvent avec des combats comme François l'a montré. Mais je crois que c'est cette vision du temporaire qu'il faut qu'on arrive à intégrer dans la planification. Parce que le temporaire, ça permet aussi d'initier des choses. Dans les années 60, on faisait notamment dans les restructurations d'environnement industriel, on faisait des préverdissements. C'est-à-dire on plantait des choses qui ne servaient à rien, on ne savait pas. Certains de ces préverdissements ont été intégrés dans des parcs urbains, dans des opérations d'aménagement. C'est cette capacité à installer des espaces temporaires, et dans la périphérie de Reims, à un moment donné, il y a beaucoup de zones d'activité, parce qu'on est dans une région où il y a des déclins d'emploi, donc il y avait paradoxalement pas mal de terrains ouverts à l'urbanisation pour des zones d'activité qui mettaient du temps à se construire. À un moment, les agriculteurs ils se sont dit, c'est bon, quoi, là on nous enlève des terrains agricoles, et ces terrains-là, ils sont là, ils perdent leur valeur agronomique, et ils n'ont pas pour autant de valeur urbaine. Eh ben, ils ont occupé ces terrains, ils les ont plantés, ils s'y sont installés, et Reims Métropole a fini par passer, via la Chambre d'agriculture, par passer en fait une convention d'entretien entre les agriculteurs et l'aménageur en charge de l'aménagement de ces terrains. Ouais, c'est cette dimension-là qui est effectivement une dimension à intégrer aujourd'hui dans les politiques urbaines. Alors, qui est pas il n'y a rien, ce qui est peut-être tout simplement on ne sait pas quelle forme ça va prendre. Et c'est ce degré d'incertitude et de liberté qui est... alors c'est sûr que l'aménagement c'est financier, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, sauf qu'il y a des mesures qui coûtent pas tellement d'argent.
puisqu'il y a soit des volontaires, soit des systèmes de gestion combinés. Moi, je pense que c'est plutôt ça. On installe du temporaire, on voit ce que ça donne, on voit comment ça s'approprie, et les choses s'installent. La question des interstices, ces interstices, on les rend visibles. Il s'y passe des choses. On a vu, il y a les interventions artistiques, en fait, ont beaucoup œuvré dans ce sens-là. Elles sont d'ailleurs reprises dans des logiques d'aménagement où la visibilité d'un lieu, de ce qui se passe, qui souvent a été totalement extérieur à la ville, ça s'est fait pour tout ce qui était les terrains désindustrialisés, a à nouveau une visibilité, existe dans une logique d'organisation urbaine. Je pense que le temporaire est une bonne manière pour faire émerger ça, quoi. J'aimerais bien passer la parole d'abord à André et après à François. Well, yeah, I'm not quite sure there's a very clear question, but I mean, one thing that sort of surprised me in the morning was this kind of suggestion that there was some battle between urbanization and sort of the countryside, or that like urbanization somehow should be stopped for some reason, and that the sort of the countryside, in inverted commas, should be preserved. That seemed to me to be really an odd discussion when we're living in a dynamic world that changes. So it seems to me a much more interesting discussion. I mean, I think that would be an interesting discussion. I mean, if people are really saying that, like, urbanization somehow, as an idea, is bad, because it's also like it's also very clear that, you know, people are moving to cities, so there's something about cities that means they'll grow or will probably be here and always have. So, but this discussion about the kind of interrelationship between urban and rural and the idea of urban and all of this, I mean, those seem to be the really interesting discussions, how you make the balance. And then there was the question about policy, like who makes it what policy. Well, I think that's quite a complicated issue for people who aren't policymakers, because one, when you start looking at individual projects and how they started, you realize that all sorts of different policies can affect them, you know, from the person who owns a piece of land, who likes or doesn't like the idea, to if it's a project with an institution, whether the institution has a policy or not. In the Spielfeld Marzahn project in Berlin, it worked very well that there was no policy about urban agriculture, but there was policy about ecological development. So they could put in an urban agriculture project and didn't call it as such, and it could just happen. But I think, like, the real problem in terms of the policy is that how you try to value these spaces, because we can work out how urban agriculture can logically fit into an urban food system, but because food is so cheap at the moment, if the measurement is only economic return, it won't work, because it won't work. So, but on the other hand, we can see that projects like the Prinzessinnengarten in Berlin, which is a mix of productivity and social activism, are incredibly successful. And we can see, but they function through multiple income streams and through getting grants from the city for doing social programs and stuff. So they see themselves as a social program as well as a productive program. And then we can see other examples of how projects that are instigated demonstrate a desire for these kinds of spaces. Actually, the point I'm trying to get to is that to make these policies, I think we need more examples of spaces that are successful,
so that people then start demanding these kinds of spaces in the city through the way representatives are elected. So, for example, it's a long, slow process. But then the sort of contrary position or sort of arguments come up. So, for example, the High Line in New York, it doesn't have urban agriculture on it, but if you look at spatially how it's designed, it could. You know, people are separated from the planting, but you experience the planting. It has a seasonal approach to growing, a very manicured and cultivated one, but it expresses the season. So it has all the qualities that a managed piece of urban agriculture would. But a lot of community gardeners and urban agriculturists in the city hate it because the property prices have gone up enormously around it. But that also demonstrates that it's a very attractive piece of space in the city. You know, so maybe the way urban agriculture would come into the city is that developers recognize that development built around productive landscapes are more valuable. And so there's an economic benefit in that way. I mean, so the things might happen in ways that are unexpected as well. But anyway, I think my sort of view is probably we just need more examples of things that are successful that people really value. You're talking about roof gardens. I asked the architect who did the technical design work on Brooklyn Grange Farm, which is a very well-publicized farm in New York, what was the most surprising thing about it for him? And he said it was the universal childlike amazement of anybody, no matter who they were, when they first kind of stepped onto the roof. And that kind of those qualities I think are very important. And I think the more people experience those, it might become understood that these spaces actually have a real value in the city that goes beyond the very important contribution to a sustainable urban system. But I'll stop at a statement. Okay, thank you, André. We don't want to miss out our last comment from the floor, I would say, and Roland wanted to make a comment or to have a question, and then afterwards I will give the floor to François, and he will have the last word as the director and responsible for the conference. Because as you can see, we are running out of time, and as I know that François always talks a bit longer, and he has a reason to talk a bit longer. First Roland, and then François. Merci. Thank you. Oui, on a beaucoup parlé de la ville dense, on a beaucoup parlé de la ville étalée. La ville dense, la surdensifier, je suis d'accord que ce n'est pas une solution, ça ne satisfait pas la demande sociale. Continuer l'étalement comme on l'a fait en raison de 60 à 80 000 hectares par an de terres agricoles consommées, ce n'est pas non plus la bonne solution. Il y a donc un équilibre à trouver. Quelle doit être la place des espaces ouverts dans le tissu urbain qui permettent de répondre correctement aux attentes sociales. Ce dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est de la diversité de ce que les sociétés attendent de ces espaces ouverts. Il n'y a pas que l'agriculture. Hein. Et on voit bien, dans toutes les enquêtes qui sont faites en France, en tout cas depuis une trentaine d'années, il y a une invariance qui revient toujours, c'est que la première demande, ce sont des pelouses sur lesquelles on peut s'allonger. C'est ce que demandent les gens en priorité, très majoritairement. Quand on observe les pratiques sociales à Paris dès les premiers beaux jours, ça se confirme. Les pelouses sont prises d'assaut. La demande, elle est d'abord là. Les jardins partagés, dans Paris, c'est une personne sur 100 qui y a accès. Les listes d'attente sont longues derrière. Paris, il y a 5 mètres carrés et demi d'espace ouvert par habitant. Il n'y a peut-être pas la place de répondre à toutes les attentes. La question que je voudrais poser, c'est comment est-ce qu'on les mesure, comment est-ce qu'on les compare entre des attentes sociales qui s'observent dans les enquêtes, qui s'observent sur le terrain, mais qui ne se manifestent jamais parce que les gens qui pratiquent les pelouses ne font pas d'association pour défendre leur droit de pratiquer la pelouse, alors que ceux qui veulent faire du jardinage font parler d'eux. Est-ce qu'on n'est pas un peu, parfois, en train de donner trop d'importance à ceux qui parlent le plus fort et oublier la majorité des sans-voix? Et qui peut réguler ça, si ce n'est le politique?
Ouais. Bah, c'est bien parce que je voulais répondre à parler avec Matthijs, mais finalement, ça me permet de redémarrer là. Parce qu'il y a des endroits où des gens se sont organisés pour des pelouses, à Berlin, sur le Tempelhof. Ils ont fait des associations et ça a marché. Ce que je veux dire par là, c'est si on a essentiellement des demandes d'associations pour l'agriculture en milieu urbain, en France, il y a peut-être une raison, parce qu'ailleurs, ce n'est pas forcément le cas. Et ça me permet de revenir sur deux choses, sur ce que vous disiez tout à l'heure et ce que disait aussi Matthijs, parce que c'était un petit peu lié en même temps. Non, tout le monde ici n'est pas architecte, paysagiste ou autre. Tenez, moi, par exemple, tu vois, Matthijs, je suis à l'origine, dans une vie antérieure, c'était il y a fort longtemps, ingénieur en urbanisme à la ville de Paris. Et après, je me suis retrouvé à la mairie de Paris. Donc, la ville de Paris, à une époque que la morale réprouve, il y avait aussi des aspects politiques. Si. Et même qu'après, j'avais fait de la biologie, parce que je trouvais que l'écologie n'était justement pas prise en compte du tout. Donc, les aspects politiques, on connaît un petit peu. Et pour être précis, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un formatage, il y a une routine dans la manière de penser qui pose un problème. Quel que soit le pouvoir, la structure qui va décider à un moment donné a tendance, et c'est normal, parce qu'il y a des termes de pouvoir dedans, à considérer les personnes auxquelles elle va s'adresser comme des gens mineurs à qui on va parler un langage simple et à qui on va expliquer comment il faut vivre. Je pense que c'est une erreur. Mais je pense également que ne rien faire et laisser advenir les choses, c'est le bordel assuré. Donc il y a un moyen terme à trouver, et ça je l'avais abordé dans un certain nombre d'articles. L'idée est que l'aménageur, à ce niveau-là, joue le rôle d'un accoucheur. C'est quelqu'un qui va accoucher, canaliser, permettre à des choses qui apparaissent de se développer. C'est des choses très précises qui se mettent en place en termes de politique de manière très simple. Il y a des interstices urbains, il y a des friches. Pourquoi ne pas laisser ces espaces et voir et observer ce qui s'y passe? Et ensuite, accompagner, réorienter, retravailler sur ce qui est en train de se mettre en place. Est-ce que c'est vraiment une prise de risque politique si grande que ça? Il y a une prise de risque politique au moins aussi grande quand on fait des grands travaux et des grandes interventions. Donc voilà. Après, ça touche à quelque chose qui s'appelle un peu la confiance également et la capacité à se dessaisir d'une partie, en apparence du moins, de son pouvoir. Et je pense que là, il y a quelque chose d'important. C'est quelque chose d'autant plus important qu'on le retrouve par exemple en économie, parce que lorsque l'on dit actuellement ces friches là, c'est pas quelle valeur ça a. Si, ça a une valeur. C'est une valeur économique, je cite Gary Becker, c'est ce qu'on appelle la valeur d'existence. Un endroit peut avoir une valeur d'usage, il peut être utilisé. J'ai un petit bois, je coupe le bois, je le vends et j'utilise la valeur d'usage de ce bois. Je peux dire, je vais geler l'urbanisation dans ce petit bois parce que demain, ça me permettra de desserrer la pression foncière quand j'aurai envie de développer une politique en ce sens. Et à ce moment-là, j'ai une valeur d'option. Ou je peux dire, je laisse cet interstice comme il est parce que ça va se développer en bien commun. Et je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais je vais laisser une opportunité comme un terrain de jeu pour que les choses se fassent. Et ensuite, je vais accompagner le processus. Et ça, je crois effectivement que c'est quelque chose de tout à fait intéressant et qui, à mon avis, qui relève vraiment de la politique et qui, à mon avis, n'est pas assez utilisé en ce moment. C'était un petit peu... c'est pas le bordel, mais ce n'est pas non plus le royaume béni des plans et des contre-plans et des projets formatés. Et voilà. Je me rappelle, il y a pas très longtemps, il y a longtemps, quand Belleville n'était pas encore refait, n'était pas encore rénové, tout ça. Je me rappelle du côté du quartier vers Télégraphe, Pyrénées, etc. Tous ces espaces vides où il y avait des lilas qui poussaient, une odeur extraordinaire. C'était un bonheur. Il n'y avait même pas d'agriculture urbaine dedans, c'était pas la question. Il y avait des espaces sauvages. Et ça créait un certain plaisir et les gens y allaient, les gamins y jouaient. Et c'était pas mal quand même.
Donc, voilà. Et donc, pour finir sur la question, justement, de pourquoi l'agriculture urbaine est rien que l'agriculture urbaine, eh ben, je dirais, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, pardi. mais de manière plus large, quand on parle d'agriculture urbaine, je parle aussi d'espaces laissés ensauvagés dans la ville. On parle aussi éventuellement de pelouse, pourquoi pas, c'est une friche. On parle également, évidemment, de parcs, de tout un tas de choses, de forêts. Je pense au projet en Angleterre, Community Forest, qui vise sur des brownfields, sur des sites en déshérence, à remettre en place des forêts avec des paysages, si vous voulez, vernaculaires, mais à surtout les faire avec les populations. Et quand on dit les faire avec les populations, c'est pas je décide et puis après les populations suivent, c'est les communautés locales proposent et on accompagne. C'est quand même très différent. Voilà. Alors après, je sais que c'est facile pour moi parce que l'avantage d'être celui qui parle le dernier, c'est qu'on n'a pas la contradiction après. Mais bon, voilà, c'était juste une petite réponse pour terminer. On a plus de temps là, non? Je pense que c'est bon. Ouais, ok.